Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Canal Algérie, bonsoir, bonjour, je dirais-je, puisque pendant cette période du Ramadan qui commence, nous sommes diffusés un petit peu plus tôt, donc Ramadan est là, marhaba bih, et ben c'est l'occasion pour nous et pour toute l'équipe de Canal Algérie de vous souhaiter, Inch'Allah, un bon Ramadan, Inch'Allah, siyam maqboul, Inch'Allah, ça se passera bien pour tout le monde avec ces longues journées un petit peu chaudes, n'est-ce pas? Mais bon, le Ramadan est là pour nous éprouver un petit peu, donc on sera patient et vaillant. Alors, pour parler justement des thèmes relatifs au Ramadan, nous avons choisi de commencer par un thème qui est très important et que nous abordons à chaque fois parce que justement, nous autres acteurs de santé, nous rencontrons des difficultés sur le terrain. Il s'agit du jeûne du Ramadan concernant les personnes qui sont atteintes de maladies et qui sont plus ou moins invitées à ne pas jeûner. Pour débattre de la question et pour faire encore une mise au point, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Nasser Ouadahi. Bonjour. Bonjour. Inch'Allah, Ramadan Karim, Siyam Maqboul, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes professeur de médecine interne, vous exercez au niveau du CHU de Douala. Vous venez donc en voisin, encore une fois. Alors dites-moi, cher professeur, nous sommes inégaux face aux jeunes, justement. Nous sommes inégaux dans la mesure où, quand on est malade ou quand on a toutes ces capacités, on n'a pas donc la même résistance. Ça, c'est clair. Et donc, c'est pour cela que même sur le plan religieux, il y a une exemption qui est faite pour les malades chroniques pour ne pas jeûner. Donc c'est un peu ça, la première inégalité, elle vient de l'état de santé de l'individu. C'est une inégalité de fait, biologique. Absolument. Et donc c'est quelque chose vis-à-vis duquel on n'est pas maître. Non, malheureusement non. Pour autant, le jeûne du Ramadan, c'est une question qui est très importante pour tous les musulmans que nous sommes. Il s'agit du troisième pilier de l'islam. Et finalement, lorsqu'une personne est malade, donc entre parenthèses diminuée, et qu'elle reçoit l'injonction de son médecin de ne pas jeûner, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et ce n'est pas une nouvelle ce n'est pas toujours bien accepté. En fait, depuis quelques années, les idées ont évolué. Avant, le médecin pensait que du haut de son piédestal, effectivement, il décidait pour le patient. Il disait qu'il était autorisé, qu'il n'était pas autorisé à jeûner. Mais en fait, il y a eu des études qui ont été bien démonstratives sur un fait très important. C'est qu'avec ou sans le médecin, le malade fait ce qu'il veut. Quelque part, le problème il est situé à ce niveau-là. Et donc, depuis que la communauté médicale a compris, notamment en parlant des diabétiques, qu'ils font ce qu'ils veulent, la communauté a quand même bien compris qu'il fallait accompagner les malades. Il ne fallait pas les abandonner, il fallait les accompagner pour qu'ils puissent jeûner avec un maximum de sécurité. Donc, plutôt que de trancher en disant « ils ne peuvent pas jeûner », en fait, on va chercher à adapter la situation au cas par cas. Alors, fondamentalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de malades qui ne peuvent pas jeûner. Donc, le médecin doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour dissuader le patient de jeûner. Si, malgré tous ces efforts... Ça passe par la discussion. La négociation. Mieux que la discussion, la négociation. Carrément. Ah oui, il faut négocier. Bon, alors là, il y a quelque chose qui m'interpelle. Si on prend les textes de l'exégèse musulmane, en fait, le Ramadan ne doit pas faire de mal. Et si la personne se trouve dans une situation de mal par rapport au jeûne, le jeûne doit être interrompu. Ça, ce sont les textes, il n'y a pas de discussion là-dessus. Absolument. Théoriquement. Oui. Mais dans la pratique, il y a des personnes qui vont transgresser cette négociation et qui vont chercher à jeûner, quitte à se faire du mal. Et donc là, il y a une contradiction. L'équation, a priori, elle est simple. Et pendant longtemps, on a cru qu'elle est effectivement simple. Elle est simple quand on a un certain niveau intellectuel, avec du recul, quand on est médecin. Oui, mais Mais malheureusement, des études ont montré que c'était complètement indépendant du niveau culturel, du niveau social des individus, de leur niveau d'instruction. C'était complètement indépendant. Et que finalement, on a affaire, c'est une affaire privée à la limite. Donc on a affaire à Dieu. Et donc on fait ce qui nous semble être le mieux pour soi-même. Mais bon, Quitte alors, justement à se mettre en danger. justement, quitte à Voilà. se mettre en Quitte à danger. se C'est mettre là en que le danger. bas blesse. Absolument. Et à mettre en danger autrui. Parce que si on parle par exemple d'une personne qui a de l'épilepsie, qui ne prend pas son traitement parce que la personne jeune et qui prend le volant, par exemple, quoique déjà à la base il ne puisse pas trop conduire. Une personne hypertendue qui ne va pas prendre son traitement et qui sera au volant ou qui va descendre des escaliers en portant quelque chose ou qui aura un bébé dans les bras par exemple, ce sont des personnes qui à tout moment peuvent avoir un événement, avec par exemple une perte un évanouissement, une perte de conscience ou autre. Et donc ce sont des événements qui sont conséquents, tant sur la personne que sur les personnes autour. Il y a effectivement, il y a des métiers à risque, il y a des maladies à risque. Mais ce sont des situations à risque. Ah oui, absolument. Mais de là, l'interdire. Est-ce que cette interdiction serait exécutée? Non, on n'est pas dans l'interdiction. On est en train d'essayer de trouver quels sont les mots
qui vont convaincre dans cette négociation? J'aime bien votre terme, négociation. Alors, moi j'ai l'habitude de dire que la médecine, c'est un art qui s'exerce à un carrefour où se croisent des sciences exactes, les mathématiques, la chimie, etc., et des sciences sociales, notamment la psychologie, la sociologie, etc. Et la spiritualité. Bien sûr, et bien entendu. Mais vous et moi, on a été à la faculté de médecine, on n'a pas été à l'école des arts. Donc toute la problématique, c'est justement montrer comment faire en sorte de dissuader un patient de jeûner quand il est réellement en danger. On lui démontre quels sont les dangers qu'il a, quelle que soit sa maladie chronique. Il y a des choses qui sont très simples. Dès lors qu'un patient prend ses médicaments en 3 prises par jour, dès lors qu'il ne peut pas honorer la prise de la mi-journée, on va y venir, il ne faut pas qu'il jeûne. Parce qu'en fait, il y a 2 catégories. Vous faites bien de me tendre à la perche. Il y a une catégorie de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, qui sont entre parenthèses contrôlées par des prises restreintes. Et là, le médecin aménage les horaires, quand c'est possible, de prise du médicament. Dites-moi quand je me trompe. Hein. Oui, allez-y, continuez pour le moment. Et donc, finalement, le médecin et le patient, en duo, dans la négociation, vont convenir d'un nouveau calendrier horaire pour la prise des médicaments. Absolument. Qui vont permettre de maintenir ce contrôle de la maladie sans exposer le patient à une complication. Et j'espère que c'est le cas le plus fréquent. Il y a des adaptations thérapeutiques que le médecin doit faire. Ça, c'est clair. Mais l'adaptation du traitement elle-même ne suffit pas toujours à régler la problématique. Un diabétique, il est à risque de faire des hypoglycémies, même à risque de faire des hyperglycémies, même quand il est à jeun. Oui. On a beau adapter le traitement, ce risque demeure. On le minimise un peu en faisant l'adaptation. Il faut agir également sur d'autres composants. Mais en tout cas, le risque nul, zéro, n'existe pas. On essaie donc de le minimiser. Et donc toute la problématique, c'est justement que le patient soit conscient des enjeux, soit conscient de ce qu'il risque. Et en fait, on ne peut pas demander à un patient d'être conscient de son problème de santé. Ce que l'on peut faire dans le cas de la maladie chronique, c'est une approche moderne de la médecine, c'est d'inclure le patient dans le protocole de soins, de manière à ce qu'au fur et à mesure, il reçoive l'information sur sa pathologie et qu'il finisse par en savoir un petit peu sur sa maladie, de manière à ce qu'il devienne partie prenante de son traitement. C'est à ce prix qu'on peut du coup se trouver à discuter avec une personne qui va comprendre ce qu'on lui dit. Et ce n'est pas un reproche, parce qu'une personne, si je prends un notaire ou un vendeur de légumes, il n'est pas censé connaître les problèmes d'hémodynamique et d'hypertension artérielle. On ne va pas lui reprocher de ne pas le savoir. Parce qu'après, demain, moi, si je vais chez le notaire et que je m'avère nul dans les questions juridiques, eh bien, ma foi, je serai bien désarmé. Ce serait la preuve, finalement, que chacun est compétent dans son domaine, mais pas dans le domaine d'autrui. C'est l'entraide. On est en plein dans la problématique de l'éducation thérapeutique, qui est différente de l'éducation sanitaire. Donc là, on s'adresse spécifiquement à des patients qui ont une pathologie particulière chronique et on doit leur apporter un éclairage particulier vis-à-vis de cette maladie et des conduites particulières. Maintenant, plus que cela, spécifiquement pour le ramadan, il faut une éducation particulière. Donc comment donner ces messages à ces patients-là pour qu'ils jeûnent avec un minimum de risque. Toute la problématique est là. Soit qu'ils jeûnent avec un minimum de risque, soit qu'ils ne jeûnent pas. Ou bien entendu, quand on peut le dissuader, c'est encore mieux. Là, on va éviter quand même des risques. Les complications, justement. Absolument. On y viendra tout à l'heure. Avant d'aller plus en avant dans la discussion, voyons le sujet de Falid Amezloun, justement, en ce qui concerne Ramadan et maladies chroniques. Malgré le risque qui guette la santé des patients souffrant d'une pathologie chronique telle que l'hypertension artérielle, le diabète, l'ulcère gastrique et dont le traitement nécessite une prise médicamenteuse bien régulière, certains patients tiennent à jeûner quand même, convaincus que le jeûne ne leur fera que du bien, alors que le risque d'altérer leur santé est très élevé. C'est pourquoi il est conseillé de consulter son médecin pour savoir qui peut ou pas jeûner. Il doit y avoir une concertation entre le patient et le médecin traitant. Donc le patient doit exprimer son besoin de jeûner parce qu'il est plus fort que tout, il est même plus fort parfois que le besoin de prier.
Et le médecin doit l'alerter par rapport au risque de jeûne en fonction de sa pathologie. Il faut dire que certaines pathologies peuvent très bien être compatibles avec le jeûne et certains états dans certaines maladies le sont aussi. Donc le patient doit poser des questions et le médecin doit répondre au mieux et indiquer ou pas un jeûne. Il faut qu'il y ait une discussion, une éducation thérapeutique bien avant le mois de Ramadan. Il faut que le patient soit averti des risques. Il existe de nombreux paramètres à prendre en considération avant d'entamer le jeûne, surtout que le mois sacré coïncide avec de longues journées de chaleur. Il faut que le patient consulte avant, d'abord pour vérifier l'équilibre de son état, qu'il soit diabétique ou non, pour vérifier s'il y a des complications, pour lui expliquer les règles hygiéno-diététiques, les cas dans lesquels il va devoir rompre le jeûne de lui-même et pour le suivre de façon plus régulière, y compris au mois de Ramadan. Faire des analyses, dans le cas de l'hypertension artérielle, prendre la tension artérielle de façon régulière, dans le cas du diabète, prendre un cycle glycémique de façon régulière, faire certains bilans de laboratoire. Alors que pour certaines maladies, jeûner c'est possible, à condition de se soumettre à un contrôle régulier et à des règles particulières. Pour d'autres maladies, jeûner est interdit, comme est le cas pour les épileptiques et les cardiopathes. Le diabète étant une maladie très fréquente en Algérie, concentre beaucoup d'interrogations autour du jeûne. Alors, prenons l'exemple de l'insuffisance rénale ou de l'insuffisance cardiaque. Certains états dans l'insuffisance rénale ou l'insuffisance cardiaque ne sont pas compatibles avec le jeûne. Le diabète dépend de l'état du patient. Donc le diabète qui est la maladie chronique la plus répandue dans le monde et qui est très répandue aussi en Algérie, les diabétiques se posent souvent des questions. Nous savons qu'il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète type 1, le diabète type 2, donc des diabètes sous insuline, quel que soit le type, et des diabètes sous médicaments oral. Donc là, certains patients peuvent jeûner, d'ailleurs ils expriment le besoin et l'envie de jeûner, et d'autres ne peuvent pas. Pour l'instant, mon diabète est stabilisé. Je viens régulièrement chez le médecin et je suis très bien prise en charge. Donc mon diabète est stabilisé et je viens prendre conseil auprès du médecin pour savoir si je peux jeûner ou non encore cette fois-ci. Ça fait longtemps que vous avez Non, c'est la première fois. C'est la première fois que je suis ما تصومش parce que vous avez plusieurs médicaments par jour à prendre. Elle m'a expliqué que vous avez plusieurs médicaments par jour. Vous ne pouvez pas les prendre. 16 heures de jeûne, on ne peut pas les... Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Je vais faire ce qu'on m'a expliqué. Se soumettre à une évaluation médicale et avoir le plus d'informations afin d'éclairer la manière de gérer son jeûne est indispensable pour sauvegarder un meilleur état de santé pour les malades atteints de maladies chroniques. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. Dites-moi, professeur, pendant quelques années, le ramadan se déroulera en saison estivale ou pré-estivale. Donc ce sont des journées qui sont longues et chaudes. Et nous avons des patients justement qui sont atteints de maladies chroniques. Donc finalement, la question se pose avec acuité. Elle se pose en général, mais pour un ramadan en saison estivale, elle se pose avec acuité. Finalement, quels sont les risques qui guettent une personne qui transgresse la règle de ne pas jeûner, une personne malade? Alors, de façon globale, on peut dire que pour les maladies chroniques, la situation du jeûne est une situation qui est exceptionnelle. Donc ajoutée également aux conditions climatiques que vous venez de décrire. Et donc le premier risque, c'est la décompensation d'une maladie chronique qui était plus ou moins équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors quelqu'un qui a un cœur qui est fatigué, il a de l'insuffisance cardiaque, les médicaments ont pu le maintenir dans un certain état d'équilibre. Il jeûne, il peut rompre cet équilibre. D'accord. Donc il se retrouve dans une situation d'urgence. Bien sûr, il va décompenser, c'est-à-dire rompre l'équilibre qu'il avait acquis avant le ramadan par les médicaments, et puis donc il fait une espèce de poussée de sa maladie. Donc ça concerne un peu toutes les maladies chroniques, elles peuvent décompenser. Et c'est douloureux pour les personnes, par exemple, qui sont hypertendues ou diabétiques ou les personnes bref, chez qui il est difficile d'obtenir ce contrôle dont vous parlez. Bien entendu. C'est pour ça qu'il est fortement déconseillé
à tous les patients qui ont une maladie chronique de jeûner quand ils ont fait une complication de nos 3 mois qui ont précédé le ramadan. Donc on ne considère pas seulement le ramadan, on considère les 3 mois qui ont précédé. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit stable, que la pathologie soit contrôlée depuis déjà un bon bout de temps. Absolument. Pour pouvoir jeûner en sécurité. Autrement, le risque est élevé de faire la décompensation donc de la maladie que le malade peut avoir. Donc ça, si c'est vous avez parlé d'un insuffisant cardiaque qui risque d'avoir une insuffisance cardiaque qui va se manifester par... Un insuffisant rénal en prédialyse, bon, il n'est pas loin de la dialyse, hein, sa clairance, s'il jeûne, il peut rompre cet équilibre encore. Et il va perdre encore le peu de filtration qui lui restait. Ben oui, et donc précipiter l'arrivée de la dialyse. Voilà, voyez un peu. Et une personne diabétique, elle s'expose à... Alors, les personnes diabétiques, c'est un sujet qu'on connaît mieux que les autres pathologies, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites. Ils s'exposent à un risque d'hypoglycémie, donc de chute du taux de sucre dans le sang, d'hyperglycémie, de déshydratation, de décompensation des complications qu'ils peuvent avoir. Il faut dire que ce sont des personnes à risque sur le plan cardiovasculaire, les diabétiques. Ah oui, rénal, cardiovasculaire. Voilà. C'est des malades lourds. La rétinopathie, bien entendu. Et puis, le dernier risque qu'on connaît de plus en plus, c'est un risque de thrombose veineuse. Carrément. Ah oui, parce que... C'est lié à la déshydratation Absolument. Déshydratation, donc augmentation de la viscosité sanguine, et puis un risque de thrombose veineuse. Et ce sont des situations sérieuses. Absolument. Qui requièrent de la réanimation et qui vont précipiter le malade dans une situation instable pendant un bout de temps. Ah, ça c'est clair, ça décompose complètement. Maintenant, la bonne nouvelle, si bonne nouvelle il y a, c'est que tous les diabétiques ne sont pas au même risque. De faire ces complications. Tous les patients ne sont pas au même risque, quelle que soit la pathologie. Donc on essaie, le médecin essaie d'évaluer le risque individuel pour chaque donc c'est du cas par cas finalement. Ah oui, c'est pour ça que... On va revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je suis content. Il y a une discussion qui va se faire entre le patient, une négociation. C'est votre terme. Ah oui, je préfère dire négocier, parce qu'il faut que le médecin aussi accepte de négocier. Prendre le temps. Voilà, prendre le temps. Et puis ça, c'est une invitation confraternelle, chers amis, chers consoeurs, chers confrères. Prenez le temps de discuter avec le patient, comme je le fais, comme le professeur Wadahi le fait. C'est très important. Et de la discussion jaillit la lumière. Absolument. Et on va plus clair. On prend des décisions, j'allais dire de façon collégiale, dans cette... Et éclairée, parce que quand on prend son temps avec le patient se décontracte. Et puis toujours associer la famille. La famille du patient. La famille du patient. À quel titre? C'est parce qu'on vit ensemble, c'est parce qu'il y a des consignes, j'allais dire, à donner, elles sont un peu générales, c'est dire à la famille de limiter les tentations, ne serait-ce que par ça. Ouais. Donc la limonade tous les jours sur la table du ramadan. Ah ça c'est un problème pour tout le monde, pas que pour les personnes malades. Oui, c'est pour ça que la limonade c'est pour devenir malade. La famille, il faut l'associer. Il faut un représentant de la famille pour l'associer à la vie commune. Et puis peut-être qu'il faut... Il y a un aspect aussi, quand vous parlez des familles des patients, c'est peut-être les alerter sur les signes qui doivent... Lorsqu'une personne malade est autorisée de jeûner, prenons un hypertendu par exemple, on va instruire l'entourage sur les signes qui doivent alerter sur le fait qu'on interrompt le jeûne avant qu'il y ait un quelconque événement. Alors, parce que lui, il ne peut pas savoir. Je me permets de changer d'exemple, je prends le diabétique. Dans la négociation, on n'a pas de négociation, il faut absolument que le diabétique accepte de rompre le jeûne, y compris en cas d'hypoglycémie, y compris 5 minutes avant l'adhan. Même 5 minutes avant l'adhan? Même 3 minutes avant l'adhan. Alors vous dites ça au patient, vous dites non, moi 5 minutes je peux supporter. Vous dites oui, vous supportez, pas de souci. Votre cerveau ne va pas supporter. D'accord. 5 minutes d'hypoglycémie, c'est important, ça massacre le cerveau. Professeur. Oui. Donc dans la négociation justement, il faut expliquer le cahier des charges. Une espèce de cahier de charge que le malade doit respecter. Un contrat. C'est un contrat. Un contrat de bonne santé entre le patient et... Voilà, tous les termes du contrat, et donc y compris le fait d'accepter de rendre à quelques minutes, à une encablure de l'adhan, il faut accepter. Dès lors qu'il y a des signes qui alertent, c'est bon. On arrête. Le corps que ce soit le cœur, le cerveau, un état de conscience. Dès lors qu'il y a une souffrance apparente de la personne... C'est pas négociable. Pour éviter justement comme vous l'avez dit, parce que quand on va vers un déséquilibre d'une pathologie, il ne faut pas croire que ça va se régler du jour au lendemain. C'est pas parce qu'il va rompre son jeûne à l'instant T que le lendemain il va pouvoir jeûner. Non. En fait, il y a un déséquilibre durable de la pathologie qui va s'installer, qui peut même aller au-delà de la période du ramadan.
Ça peut durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ce déséquilibre. Et, et le contrôle de la maladie, c'est quelque chose qui est cher. C'est un acquis, le contrôle d'une pathologie. C'est pas quelque chose de difficilement acquis, souvent. On a en pu plus, contrôler... professeur, il y a des formes associées. Si on prend quelqu'un qui est hypertendu et diabétique, qui a un peu d'insuffisance rénale, qui est thrombotique sur les bords, vous voyez, parce que ce sont des personnes âgées. Le diabète n'a pas la solitude. Il est toujours accompagné. Des fois, il est accompagné par une cour, des courtisans. Hein, tout le monde s'y met. Tous les organes s'y mettent. Souffrent. Mais généralement, bon, effectivement, ils sont très souvent hypertendus. C'est ce qu'on appelle la souffrance multiviscérale. C'est-à-dire que tous les viscères du corps souffrent. Absolument. Et donc la famille doit être associée, observante, elle doit surveiller elle aussi le patient. Oui, oui. Et puis la famille, il faut qu'elle joue un rôle positif. Parce que des fois, malheureusement, on a vu des cas où elle jouait un rôle négatif. Dans le sens où, surtout les enfants, quand ils sont ados ou jeunes adultes, c'est comme s'ils faisaient un peu de forcing à leurs parents pour qu'ils jeûnent. D'accord. Ouais, un peu parce qu'ils se disent, non, globalement, je le vois, il est bien, il est normal comme il va bien. Pourquoi il ne gênerait pas? Vous voyez, donc, cher, alors que tu fais d'Allah. Bon, il faut quand même jouer un rôle On va rappeler à positif. nos amis téléspectateurs que quand on parle de bonne santé, on parle de bonne santé apparente. On dit une personne est en bonne santé apparente. Très juste. Mais il y a des dessous, Très juste. qui sont les faiblesses de chacun. Chacun a son petit point faible, et donc ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là, justement. Absolument. C'est très complexe comme problématique, parce qu'elle dépasse un peu l'individu. Des fois, c'est tout l'entourage qui est un peu concerné. Et là, encore une fois, il faut que ce soit qu'il y ait un éclairage parfait. Le malade doit avoir tout l'éclairage qu'il faut par rapport à sa maladie, par rapport aux risques qu'il encourt. Ça, c'est le rôle du médecin. C'est le rôle du médecin, absolument. Et ça a été Pas démontré. totalement, hein. Mais d'abord et avant tout. Le rôle du Oui, médecin. d'abord et avant tout. Parce que les imams, ils bottent en touche. Les imams nous renvoient. nous renvoient le passé. Ils ont raison. Ils ont raison. C'était pas cet aspect que j'allais exposer, c'était plutôt le fait que le patient, quand c'est un malade chronique, doit se documenter sur sa maladie. Il faut qu'il joue un peu le jeu. Un oui. peu. Pas énormément, mais... Et encore, attention, c'est une arme à double tranchant. Parce que si on va sur Internet... Docteur Internet, des fois, il est ça pose des un peu problèmes. charlatan. Oui, oui. Quand on va se documenter sur Internet, on a des réponses à des questions qu'on n'a pas posées. Ça va souvent dans le sens de la dramatisation. Le focus est large et on n'est pas spécialement armé intellectuellement pour pouvoir faire le tri. Le tri, absolument. Et donc finalement, on va revenir à la discussion entre le médecin... Toujours. L'intimité de la consultation. Voilà. Il n'y a pas mieux. Et c'est de cette intimité-là, de ce tête-à-tête que vont sortir les bonnes attitudes. Absolument. Absolument. Le médecin n'est pas là pour contrer les désirs du patient. Il est là pour lui expliquer les enjeux, les risques, et éventuellement l'accompagner pour minimiser ces risques. Donc, que ce soit dans le sens d'un jeune... C'est un ami. Voilà. C'est un ami, c'est pas un ennemi. Des fois, des malades vous disent, non, je ne vais pas me parler au médecin, de toute façon, je connais sa réponse. Je sais ce qu'il va me dire. Voilà, je sais ce qu'il va dire. Non, il faut le dire. Mais le médecin, s'il va lui dire ça, il va lui dire ça dans son intérêt. Tu vas avoir des problèmes. Du point de vue de l'exégèse, j'ai posé la question pour préparer l'émission, il faut savoir que dès lors qu'une autorité médicale, qui est une autorité scientifique, vous indique que vous ne pouvez pas jeûner, c'est une injonction. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent cette injonction, qui se sentent diminuées par le fait de ne pas jeûner. Alors je vous pose la question, comment doit-on gérer cet aspect de la question avec le patient, justement? Quelle réponse faut-il lui donner du fait qu'il se sente diminué, qu'il soit triste de ne pas jeûner? Alors, d'abord, bon, il se met en danger, et ça, c'est pas bien. Ni sur le plan religieux, ni sur le plan médical. Se mettre en danger, c'est pas... Deuxième aspect qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que généralement, c'est des personnes âgées qui ont jeûné toute leur vie. Et donc finalement, après 30 ou 40 ans déjà... C'est-à-dire qu'il y a un acquis, il y a un comportement... Ça fait partie du naturel. Vous voyez un peu. Donc ne pas jeûner, ils sont un peu diminués. Vous voyez un peu. Donc là, ce qu'on leur dit, c'est essayer. Essayer de jeûner, hein, en sachant qu'effectivement,
On disait avant l'émission, le jeûne, c'est pas seulement l'abstinence de manger et de boire. Ce sont que les aspects les plus simples. Hein. Toutes sortes d'abstinence en réalité. Donc c'est de réprimer ses envies, réprimer un peu toutes ces choses-là. Donc quelque part, c'est jeûner également tout en s'alimentant. Bon, quelque part, est-ce que ce concept peut être accepté par certains ou d'autres? C'est possible. Des fois, ça marche. Mais souvent, ça ne marche pas. L'abstinence, c'est d'abord l'alimentation et la boisson. En tout cas, il ne faut pas se sentir exclu lorsque le médecin vous dit que vous ne pouvez pas jeûner. Au contraire, il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vaillantes, des personnes qui le sont moins. Nous sommes tous diminués d'une manière ou d'une autre. Et lorsque l'injonction est là, il faut s'y soumettre. Et comme vous le disiez à l'instant, le professeur, comme d'ailleurs j'ai eu une discussion avec le professeur Benatman, psychiatre, avec qui on prépare une émission sur l'irritabilité, il m'a dit exactement la même chose que vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que le jeûne, que le ramadan, c'est uniquement ne pas manger et ne pas boire. On peut être obligé de manger et boire pendant le ramadan et accomplir les autres aspects du jeûne. Ne pas médire, ne pas oui-dire, ne pas colporter la mauvaise parole, ne pas faire du mal avec ses mains, ne pas aller dans des endroits... Il y a la prière, l'introspection, la méditation, le fait de fréquenter la mosquée, toutes ces choses-là qui font partie du ramadan, que la personne accomplit, quand bien même elle n'accomplirait pas le jeûne. Et ensuite, Rabbi Subhanahu, c'est lui qui décidera à comment il rétribuera la personne. Très juste. Mais écoutez, professeur, merci de nous avoir éclairé sur tous ces aspects du jeûne et des maladies chroniques. Encore une fois, Inch'Allah, c'est Maqboul, Ramadan Karim pour tous, ainsi qu'à vous, chers téléspectateurs, Sahaf Toukoum, et à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine émission.